Dans le match 2 du premier tour des playoffs qui opposait les San Antonio Spurs aux Portland Trail Blazers, Victor Wembanyama, alors tout juste lauréat du défenseur de l'année 2026, a dû quitter le match dès le début du deuxième carton. À la suite d'une chute qu'il avait retombée sur sa mâchoire, il a dû quitter le court et rapidement rentrer en protocole commotion, ce qu'il a écarté pour le reste du match. Ses coéquipiers pensaient avoir fait le travail dans le dernier carton et pensaient avoir montré au reste de la ligue qu'ils étaient, même sans lui, l'une des meilleures équipes NBA, alors qu'il menait de 14 points à 8 minutes seulement de la fin du match. Mais malheureusement, avec un money time très mal géré et des décisions arbitrales en leur défaveur, San Antonio a laissé échapper le match 2 et a permis aux Trail Blazers de recoller à 1 partout dans la série, dans une série qui s'annonçait pourtant un sens unique, surtout après le premier match où les Spurs avaient quand même bien dominé Portland. San Antonio va donc aller jouer les matchs 3 et 4 à Portland, non seulement sans l'avantage du terrain, mais surtout avec une incertitude qui plane autour de leur joueur star et de l'un des meilleurs joueurs du monde qui n'est pas sûr de jouer ces matchs 3 et 4. En effet, parce que si Victor Wembanyama a dû quitter le match pour le protocole obligatoire, il a été diagnostiqué suite au match avec une commotion cérébrale. Commotion cérébrale, c'est une blessure entre guillemets qui n'a factuellement pas d'impact sur la forme physique d'un joueur et qui ne doit l'écarter que pour au moins 48 heures selon le règlement, mais la réalité est bien plus compliquée que cela. Parce que si les 48 heures que je n'évoquais sont une règle, la moyenne de retour des joueurs après un tel diagnostic, donc un diagnostic de commotion cérébrale, se situe autour de 7 jours, donc une semaine, durée qui verrait Wembanyama ne revenir que lors du match 5 de la série. La question est donc là. Si le délai est confirmé, les Spurs peuvent-ils remporter au moins l'un des deux matchs dans l'Oregon pour rester au contact et permettre à Wemby de revenir dans un match 5 capital, cette fois-ci à domicile, au Frostbank Center à San Antonio? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec 3 aspects clés qui détermineront la réponse à cette question. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais vous remercier parce que sincèrement, en ce moment, il y a beaucoup de vues. J'ai pris encore quelques abonnés, donc c'est incroyable, même si vous voyez comme ça ma chaîne, ça doit vous paraître beaucoup, mais pour moi, je trouve ça incroyable, merci beaucoup. Et donc voilà, on commence la vidéo maintenant. Donc le premier aspect, c'est San Antonio peuvent-ils rivaliser à l'intérieur sans Victor Wembanyama? Parce que son absence, elle est non seulement préjudiciable sur un aspect qualitatif, parce que comme j'ai dit, c'est le meilleur défenseur du monde et l'un des meilleurs joueurs du monde, mais elle l'est tout autant sur un aspect tactique et positionnel. La rotation de pivot des Spurs, elle est très limitée, avec Cornet qui est la seule option viable des deux côtés du terrain, parce que Plumlee et Olynyk, ils sont pas au niveau de notre rendez-vous, surtout ils ont aucun rythme sur la saison. Alors que de l'autre côté, les Blazers, ils peuvent compter sur un Donovan Clingan qui est sur une bonne dynamique et une bonne saison, ainsi que sur Robert Williams qui est une vraie force à l'intérieur en sortie de banc notamment. Les Spurs vont donc sûrement jouer, ils vont être contraints de jouer avec beaucoup de small ball, ce qui constitue à mettre une équipe plus petite de taille en moyenne pour compenser le manquement physique avec un jeu plus rapide et plus difficile à défendre pour des intérieurs moins mobiles si les Blazers mettent 2 pivots dans une line-up à un moment du match. Donc moi je pense que pour rivaliser à l'intérieur et pour pouvoir rivaliser sans Victor Wembanyama contre les intérieurs de Portland, lorsque Cornet sera mis sur le banc pour le reposer, je mettrai Vassell sur le pivot adverse. C'est un défenseur franchement solide, Vassell, il a montré cette saison qu'il était capable de rivaliser avec des intérieurs du côté défensif du terrain, notamment contre OKC où il avait bien défendu sur Holmgren. Keldon Johnson ou Stephen Castle peuvent aussi être une option pour perturber le cycle de Clingan et Williams avec des changements, etc. Les défendre en bas, les obliger à prendre des tirs un peu plus compliqués en les poussant parce que les arbitres vont moins siffler des fautes. Et ce que je ferai également, c'est que je laisserai Robert Williams et Donovan Clingan seuls ou alors avec un peu plus d'espace lorsqu'ils sont en intérieur de raquette, parce que même s'ils peuvent shooter et qu'ils l'ont montré, ils ont pris certains tirs, c'est beaucoup trop irrégulier et c'est beaucoup trop inconstant pour que les Spurs défendent l'extérieur. Déjà qu'ils se sont fait manger au rebond offensif, il faut absolument prioriser de protéger la peinture, et donc je pense que c'est ce que les Spurs vont faire et doivent faire selon moi. En plus, si on met Vassell comme j'ai évoqué sur un des pivots, ils vont pouvoir jouer assez rapidement avec des transitions offensives rapides, avec des shoots qui vont être difficiles à défendre pour les pivots comme j'ai évoqué en small ball, donc les Blazers vont sûrement avoir à s'adapter à ces line-up que Mick Johnson, j'espère, va bien faire parce que ça reste un bon coach. Le deuxième aspect clé, c'est est-ce que les Spurs peuvent contenir Henderson et Avdija? Si on pouvait s'attendre à ce que les Spurs rencontrent des difficultés pour défendre Deni Avdija, qui est un joueur très complet et très puissant offensivement, peu parmi nous peuvent honnêtement dire qu'ils voyaient Scoot Henderson jouer comme il l'a fait sur ses 2 premiers matchs. Il a mis 18 points dans le premier match et 31 points sur le deuxième, tout ça avec une grande efficacité et une grande efficacité à 3 points aussi. L'équipe doit donc limiter l'impact de l'un des deux parce que Avdija lui aussi il a été performant notamment lors du Game 1 où il a mis 30 points et 10 rebonds et on sait que c'est un joueur qui est capable d'avoir des pics de scoring et de provoquer beaucoup de fautes à l'intérieur, donc beaucoup de lancers francs qui peut vraiment couper un rythme et être très préjudiciable pour San Antonio. Selon moi, il faut donc tout de suite briser le rythme de Henderson en particulier lors du Game 3. Faut l'empêcher de combiner avec Holiday ou Avdija au périmètre en mettant Castle sur lui pour le forcer à créer ses propres tirs en sortie de dribble et vraiment essayer de faire en sorte que Castle passe au-dessus de tous les écrans, essayer de faire en sorte que si ils sont obligés de switch les Spurs, que vraiment ça monte très très vite sur lui, très très haut, pour l'empêcher de combiner avec Holiday ou Avdija comme il l'a pu faire dans le match 2 et ce qui a été très très compliqué à défendre pour San Antonio parce que ça l'a laissé avec beaucoup trop de tirs ouverts. Il a fini à 5 sur 9 à 3 points. Pour Deni Avdija, il va continuer de drive, d'aller chercher de lancer franc, donc mettre Vassell ou
Champagny ou Keldon Johnson même sur lui en tête de raquette, ça sera intéressant pour le forcer à partir de plus loin ou le forcer à créer du jeu au périmètre et à faire des passes pour qu'il lâche le ballon. Moi je pense que tant que les Spurs arrivent à restreindre l'un des deux, ils auront toutes les cartouches pour finir le match offensivement parce que Portland n'a pas non plus énormément de solutions et a des joueurs qui sont assez décevants, notamment Shedon Sharpe ou Toumani Camara du côté offensif. Mais la dernière question, justement, la troisième et dernière question de cette vidéo, c'est qui pour assurer du côté offensif pour San Antonio? En effet, parce que si on peut attribuer la défaite des Spurs au Game 2 à la blessure de Victor Wembanyama et à l'explosion offensive de Scoot Henderson en deuxième mi-temps, elle est surtout due, selon moi, à une fin de match médiocre du côté offensif du terrain. Les Spurs doivent donc absolument se ressaisir et close les matchs comme il se doit, car se faire remonter de 14 points en 8 minutes à domicile au match des playoffs, alors qu'il y avait l'occasion de prendre 2-0 d'avance dans la série, c'est vraiment anormal. Donc pour moi c'est une évidence, mais De'Aaron Fox il doit prendre ses responsabilités. Il a shooté que à 1 sur 6 dans le quatrième quart-temps contre Portland au deuxième match, alors que c'est censé être l'option la plus fiable en termes de volume au scoring quand Wemby n'est pas là. C'est exactement pour ça qu'il est venu, donc il faut qu'il emmène l'équipe avec lui et qu'il finisse les matchs comme il sait parfaitement le faire, parce que même sur la saison régulière et sur ses années précédentes avec Sacramento, ça a toujours été un joueur clutch qui s'est close les derniers quart-temps même s'il n'a pas fait un super match, et donc il faut absolument qu'il le fasse, en plus d'avoir un peu plus de volume au scoring et qu'il prenne un peu plus de tirs. Également je préciserai que pour moi il faut Castle ait les meilleures sélections de tirs, parce que parfois il s'entête à drive dans la peinture et il prend des tirs qui n'ont pas trop de sens. Et finalement, Champagny doit avoir plus de tirs. Il a tiré que 3 points, il en a mis 2 dans le dernier match, mais c'est insuffisant pour le shooter le plus fiable de l'équipe, sachant qu'à chaque fois qu'il tire, c'est des bons looks, et à chaque fois, c'est très souvent très efficace, autour de 38-40%. Donc moi vraiment, je veux que Champagny ait plus de tirs, parce que c'est crucial pour les Spurs pour finir des matchs, et aussi pour avoir du volume à 3 points et forcer Portland à défendre à l'extérieur. Donc pour terminer, est-ce que les Spurs peuvent gagner l'un des deux matchs à Portland sans Wemby? Pour moi la réponse c'est oui. Je pense que offensivement ils ont tous les ingrédients. La défaite en fin de match 2 c'est une anomalie, c'était un manque d'expérience playoff récente qui va leur servir d'expérience pour le reste des playoffs et pour les prochains matchs à Portland. Je pense que avec des joueurs qui seront plus impliqués comme Champagny que j'ai évoqué, mais aussi évidemment Fox et Castle, et également des joueurs comme Keldon Johnson en sortie de banc qui vont devoir apporter plus de choses, lui qui vient de gagner les Six Men of the Year. Et aussi du côté défensif où les Spurs peuvent vraiment être une équipe très forte même sans Victor. Je les vois vraiment bien gagner au moins l'un des deux matchs, et il est fort possible d'ailleurs que Victor revienne pour au moins l'un des deux. Donc affaire à suivre, mais je pense que les Spurs ont même moyen de prendre les deux matchs à Portland et de finir la série tranquillement à San Antonio pendant le match 5. Bon les mecs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Merci encore pour les vues et les abonnements récemment, c'est incroyable. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer les notifications et me donner des idées, vos avis sur les playoffs en général, vos avis sur cette série entre les Spurs et les Blazers. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les mecs, que Dieu vous bénisse.